J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. La formule est de Voltaire au XVIIIe siècle. Alors bien sûr, c'est une boutade, mais c'est une boutade qui dit quelque chose d'essentiel et même qui marque le début d'un retournement décisif. Du jour où le bonheur n'est plus qu'un moyen pour atteindre ce but suprême que serait la santé, nous assistons à un renversement considérable par rapport à au moins 25 siècles de civilisation qui considéraient à l'inverse que la santé n'était qu'un moyen, alors certes particulièrement précieux, mais un moyen pour atteindre ce but suprême qu'est le bonheur. Eh bien, ce renversement débouche aujourd'hui sur ce que j'appelle le panmédicalisme. Vous savez que pan en grec ou topan, ça signifie tout. Eh bien, ce que j'entends par panmédicalisme, c'est une idéologie, voire une civilisation, qui consiste à faire de la santé, et non plus du bonheur, de la justice ou de la liberté, qui consiste à faire de la santé la valeur suprême, et donc à considérer que la médecine est la clé presque unique de notre rapport au monde, aux autres et à nous-mêmes. Bref, le panmédicalisme, c'est tout demander à la médecine. Non plus seulement la santé, comme c'est normal, mais de plus en plus le bonheur. Docteur, je suis triste, fatigué, angoissé. Vous ne pourriez pas me donner quelque chose ? Alors j'entends bien qu'il existe des tristesses pathologiques, des angoisses, des fatigues pathologiques, notamment dans le cas de la dépression. Je sais bien que la dépression est une maladie. Ma mère en est morte. Je sais que cette maladie se soigne de mieux en mieux, et c'est une excellente nouvelle. Mais je sais aussi qu'il existe des tristesses, des angoisses, des fatigues qui ne sont pas pathologiques, qui sont dans certaines situations parfaitement normales. Parce que la tristesse, la fatigue, l'angoisse, ça fait aussi partie de la condition humaine. L'humanité, que je sache, n'est pas une maladie. Comment la médecine pourrait-elle nous en guérir ? Deuxième exemple de ce que j'appelle le panmédicalisme, c'est un exemple beaucoup plus récent. C'est un dessin de Sampé que j'ai vu dans un magazine il y a quelques années, un dessin en pleine page qui représentait une église gothique vue de l'intérieur. L'église était vide. Sauf que devant l'autel, il y avait une petite bonne femme, toute seule, en train de prier, en train de parler au bon Dieu. Et qu'est-ce qu'elle lui disait au bon Dieu ? Elle lui disait ceci, « Mon Dieu, j'ai tellement confiance en vous que des fois, je voudrais vous appeler docteur. Dieu est mort, vive la Sécu. » Alors bien sûr, ce panmédicalisme, c'est d'abord l'effet d'une demande sociale qui est très forte. Ce sont d'abord nous, les patients, qui avons tendance à tout demander à la médecine. Sauf que le corps médical lui-même n'y résiste pas toujours avec autant d'énergie qu'on pourrait le souhaiter. J'en veux pour preuve la fameuse définition que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, donne de la santé. La santé, nous dit l'OMS, ça n'est pas seulement l'absence de maladie. Ça serait trop simple. La santé, nous dit l'OMS, ce n'est pas seulement l'absence de maladie. La santé, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social. Eh bien, ça pose deux types de problèmes. Un problème individuel et un problème collectif. Le problème individuel, c'est que si la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, eh bien pour moi, par exemple, qui ai 64 ans, si j'ai vécu depuis ma naissance 3 jours de santé, c'est un strict maximum. Parce que reconnaissons que les états de complet bien-être physique, mental et social, c'est quand même une formidable exception. Deuxième problème, un problème collectif, social, politique. Parce que si la santé était un état de complet bien-être physique, mental et social, eh bien, il y a dans notre pays 3 ou 4 millions de chômeurs et d'exclus qui ne sont pas en bonne santé. Sauf à considérer que les chômeurs, les exclus, jouissent d'un parfait état de bien-être physique, mental et social, ce qui serait quand même un singulier paradoxe.
Il y a dans notre pays 3 ou 4 millions de chômeurs et d'exclus qui ne sont pas en bonne santé et qui relèvent donc de la médecine. Dieu est mort, Marx est mort, vivent les psychotropes. Eh bien, vous me permettrez de penser que quand c'est la société qui est malade, mieux vaut compter sur la politique que sur la médecine. Alors, bien sûr, ça débouche sur le problème du normal et du pathologique. Vous savez tous que la frontière entre les deux a toujours été floue, poreuse, bien sûr. Le problème nouveau aujourd'hui, c'est que non seulement elle reste floue, poreuse, mais qu'elle est de plus en plus mobile. Elle ne cesse de se déplacer du fait même des progrès de la médecine. Une anecdote. Il y a quelque temps, j'interrogeais un de mes amis sur sa mère, une vieille dame de 85 ans, que je connais un peu. Je lui demande « Comment va ta mère ?» Il me répond « Écoute, elle va étonnamment bien. Elle est gaie, tonique, dynamique. Tous mes amis me disent « Mais quelle chance tu as d'avoir une mère comme ça !» Et puis mon ami ajoute « Bon, cela dit, elle est sous Prozac depuis 15 ans. » Alors, comprenez-moi bien, je ne discute pas du tout le diagnostic ou le traitement du médecin il y a 15 ans. Peut-être qu'en effet, elle était dépressive. Mais d'évidence, la femme qu'il me décrit aujourd'hui n'est plus dépressive. Mais le problème, c'est que la même molécule, susceptible de soigner les troubles de l'humeur, comme disent nos psychiatres, la dépression par exemple, a aussi toutes les chances de pouvoir améliorer les humeurs normales. Sauf que ça débouche sur une question redoutable. Qu'est-ce que c'est qu'une humeur normale? Alors ça débouche à la limite sur le thème de l'homme augmenté, de l'homme amélioré. Parce que dès lors que la médecine, on ne demande plus seulement à la médecine de soigner les pathologies, mais d'améliorer les états normaux, ça veut dire qu'on envisage en effet une transformation, une amélioration de l'être humain. Eh bien, ce thème de l'homme augmenté, qui sera traité par d'autres, soulève 3 questions. 1, quand il s'agit non plus de soigner des pathologies, mais d'améliorer des états normaux, est-ce que c'est encore de la médecine ou est-ce que c'est déjà du dopage? 2, où va-t-on s'arrêter? 3, qui va payer? Qui va payer? La réponse, vous la connaissez, nos enfants. Parce que du fait même que les dépenses de santé sont financées pour une bonne part par l'endettement, ça veut dire que ce sont surtout les vieux, disons les plus de 60 ans, j'en fais partie, qui coûtent cher à la Sécu. Mais que de plus en plus, ce sont les jeunes, nos enfants, qui paieront. Il y a là une inversion de la solidarité intergénérationnelle. Depuis des millénaires, l'essentiel était que les parents se mettent au service de leurs enfants. Nous sommes en train d'inventer un système de financement de la santé où de plus en plus, ce sont nos enfants qui se mettent au service de leurs parents, à notre service. Vous me permettrez de penser que ce n'est pas un progrès. Je vous remercie.